Les débats avec vous, avec aujourd'hui Christine Bouillot. Bonjour Christine, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse pour Sud Radio. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Vous êtes également éditorialiste sur Sud Radio tous les mercredis matins. Bonjour Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour, et Christian de Villeneuve, vous êtes journaliste politique. Vous avez dirigé de nombreuses rédactions de journaux, Bonjour. le JDD, Paris Match, Le Parisien, entre autres. Écoutez, on va parler de cette fermeture des urgences à Bordeaux. L'hôpital explose. Et puis une tribune dans les Échos du patron de la PHP qui dit qu'il faut refonder l'hôpital. Je voudrais juste rappeler à Martin Hirsch qu'il est président de la PHP depuis 2013. Donc voilà. Macron 2, Borne. Alors où est la nouvelle méthode? Où est le changement? On parle de ministres qui vont rester. On parle d'un directeur. Enfin voilà, on va s'interroger sur le temps aussi qui s'étire, sur cette lenteur dans les nominations, sur la difficulté de voir un petit peu ce qui va se passer. Et puis le président du Sénégal qui défend Idrissa Gueye, ce joueur du Paris Saint-Germain qui a refusé de porter le maillot avec le maillot arc-en-ciel pour protester, en signe de soutien à la journée de lutte contre l'homophobie. On en parle avec vous. Coup de cœur, coup de gueule. Christine, on commence avec vous. Oui, alors petit coup de gueule sur, pardonnez-moi, ce que j'ai pu lire. Alors hier j'étais sur le terrain, donc j'ai un peu laissé tomber les réseaux sociaux pour tout vous dire. Puis en remontant le fil sur la nomination d'Elisabeth Borne, j'ai lu effectivement ce petit retour concernant Éric Zemmour, qui dit que ça fait pas beau à l'oreille de parler de première ministre. Voilà, ça lui écorche l'oreille visiblement de féminiser le nom. Voilà, si on en est là, c'est assez fatigant. Et je rappelle qu'effectivement, peut-être pour lui, c'est plus facile de parler de première dame. C'est peut-être plus dans la logique des choses pour lui. Mais une femme qui est nommée Premier ministre, elle est Première ministre. Et oui, c'est comme ça. C'est la vie. La féminisation des noms et des fonctions, finalement, c'est aujourd'hui un phénomène epsilon. C'est rentré dans la vie courante. Donc ça serait bien qu'il s'y habitue de toute façon, et il y en aura certainement d'autres encore à venir demain. Voilà, c'est cette petite phrase d'Éric Zemmour autour de la première ministre. Effectivement, c'est quelque chose qui m'étonne. Voilà, tout simplement. Alors c'est incorrect grammaticalement selon notre linguiste préféré Alain Bentelila. Il dit le point de vue grammatical interdit d'accorder un des deux éléments d'un mot composé. Premier ministre qui renvoie à une seule et même fonction, donc pas d'accord possible entre l'épithète et le nom. Et il ajoute, c'est le même cas que vice-ministre, sauf à oser vicieuse ministre. Mais je ne sais pas, parce qu'on dit bien une ministre. Oui, puis il faudrait vérifier, parce que vous disiez que c'était rentré dans les habitudes, c'est aussi rentré dans la loi, puisqu'il y a, il y a une circulaire sur la féminisation des titres. Je n'ai pas regardé précisément ce qui avait été dicté pour Premier ministre. J'imagine que c'est l'usage qui a été employé par les institutions dans l'annonce de la nomination d'Elisabeth Borne. Les professeurs de grammaire ont leur mot à dire, mais au final, c'est quand même l'expression de la nation. Si les députés ont choisi un moment de féminiser les noms, ça marque une évolution de la société. C'est ça qu'il faut retenir. L'évolution de la langue, les coutumes l'emportent. Absolument. Alexis Poulain, un mot ou pas là-dessus, ou ça vous intéresse pas? La langue française évolue et c'est bien de féminiser les noms, je trouve. Il n'y a rien qui écorche l'oreille à dire première ministre. Enfin, voilà. Bon, alors, votre coup de gueule? Le mien, c'est sur les centrales nucléaires qui tombent en rade au pire moment. Vous êtes au courant que la moitié du parc nucléaire français est actuellement à l'arrêt pour voir un défaut de fabrication en série. Et donc, il faut aller au cœur du réacteur nucléaire, couper un tuyau, l'envoyer en laboratoire, voir où est-ce qu'il y a un problème de corrosion. Et donc, EDF, bien sûr, est dans le rouge suite à ça. Et ça tombe au moment où la guerre en Ukraine fait qu'on va devoir se séparer du gaz russe. Alors, en France, on était très peu dépendant du gaz russe parce qu'on comptait sur notre parc nucléaire. Avec ce problème-là, il y a eu des estimations du prix du mégawattheure qui ont été faites par une association de consommateurs. À l'hiver 2023, en France, on paierait le mégawattheure 545 €, alors qu'en Allemagne, il serait à 274 €. C'est-à-dire que le prix de l'électricité pour l'hiver prochain en France serait 2 fois plus élevé
que celui dans les voisins européens. C'est assez dingue, sachant qu'on avait le parc nucléaire le plus développé et qu'on en était assez fiers. D'arriver à ce moment-là, on a l'impression que tout est en train de tomber en rade en France, que ce soit les urgences, l'école, le parc nucléaire, il n'y a plus rien qui va. Et au lieu d'essayer de trouver des solutions, alors on va essayer de réparer ce parc nucléaire, mais plutôt que de limiter les prix, comme ont fait l'Espagne et le Portugal, ils ont quitté le système européen de grille tarifaire pour remettre les prix et taxer les profits des entreprises de l'énergie. En France, non. Figurez-vous qu'Engie, lui, prévoit un résultat formidable d'environ 4,4 milliards d'euros contre 3,3 milliards d'euros projetés auparavant. Donc là, les profits vont aller chez Engie, il n'y a aucun problème, mais nous, on risque de ne pas pouvoir payer l'électricité l'hiver prochain. Voilà, c'était un gros coup de gueule parce que ça fait que commencer les problèmes d'énergie. Oui. Un mot, Nicolas ? Oui. Un mot général et un mot de détail. Le mot général, c'est que ça pose quand même à un moment, on va se poser la question de la renationalisation des entreprises qui travaillent dans le domaine de l'énergie. Et c'est pas un truc de gauchiste de dire ça. C'est-à-dire que je pense que ce sujet va être central parce qu'on ne peut pas laisser dans des éléments aussi stratégiques et des circonstances aussi tragiques des groupes privés arbitrer en fonction peut-être de l'intérêt général, mais beaucoup selon leur intérêt privé. Et puis, pour revenir sur ce que disait Alexis, c'est vrai et pas vrai que nous sommes moins dépendants du gaz russe que les autres. Effectivement, concrètement, nous sommes moins achalandés par la Russie, mais il y a un mécanisme de solidarité au sein de l'Union européenne en matière de fourniture de gaz. C'est-à-dire que si demain l'Allemagne, la Pologne, la Suède devaient manquer de gaz parce qu'ils s'étaient asphyxiés par le gaz russe, c'est la France et d'autres États qui iraient compenser, et c'est plutôt utile, qui iraient compenser leur manque de gaz. Et donc, au final, il faut regarder l'image au niveau européen. C'est-à-dire que nous sommes tous, finalement, parce que nous sommes avec l'Allemagne et d'autres pays, nous sommes tous dépendants du gaz russe. Et nous ne sommes pas complètement à l'abri, nous non plus, non pas d'une pénurie, mais d'une réduction drastique de l'approvisionnement en gaz. Et je rajouterai sur les centrales nucléaires que la sécheresse qui se profile fait en sorte que les réacteurs nucléaires sont beaucoup moins, notamment celle du Blayais, alimentés en eau douce et en eau froide. Donc on met les centrales aussi à l'arrêt ou en veille pour pouvoir supporter la chaleur. Allez, petite pause pour les infos. On se retrouve tout de suite après. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi pour les débats avec Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse, journaliste également Alexis Poulain, également directeur de la publication du Monde Moderne, et on vous retrouve sur Sud Radio pour votre édito tous les mercredis matins. Nicolas Corato, président du think tank Place de la République, et Christian de Villeneuve, journaliste politique. Nous parlerons de la fermeture des urgences à Bordeaux. L'hôpital explose un peu partout. Le docteur Marty publie une tribune ce matin, une lettre ouverte au futur ministre de la Santé pour lui dire qu'il n'a jamais connu, les médecins généralistes n'ont jamais connu non plus une situation telle que celle qu'ils vivent aujourd'hui. Macron 2, Elisabeth Borne, quelle nouvelle méthode? Le changement dans la continuité. Renaissance, c'est le nom du mouvement, du nouveau mouvement du président de la République, mais quelle renaissance? Et puis, si on a le temps, on parlera du président du Sénégal qui défend le joueur de foot qui a refusé de porter le maillot signe de lutte contre l'homophobie. On continue notre tour de table. Nicolas Corato, c'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule sur les circonscriptions des Français à l'étranger, des Français de l'étranger. Alors le sujet, c'est pas de savoir si les Français de l'étranger ont le droit de vote ou pas. Je pense qu'ils sont français comme les autres, donc ils ont le droit de vote comme les autres. Mais c'est l'utilisation qui est faite de cette réforme qui a été décidée par Nicolas Sarkozy en 2008, où finalement on a créé 11 nouvelles circonscriptions, donc 11 nouveaux postes de députés, pour tout dire, qu'on attribue finalement non pas dans l'intérêt des Français qui y sont représentés, mais plutôt dans l'intérêt des arbitrages au sein des partis. Et moi je trouve que c'est un dévoiement total de l'institution législative. Il y a deux exemples qui sont assez marquants aujourd'hui. Vous avez Manuel Valls qui est parachuté par La République En Marche dans une de ces circonscriptions du côté espagnol, où il y a un député sortant LREM, Stéphane Vojetta, qui a plutôt fait du bon boulot, qui a plutôt été très présent, qui a plutôt été très docile et très obéissant aux ordres du parti pendant 5 ans, et qu'on remercie en lui disant « fais la place à Manuel Valls », qui a toujours fait preuve de loyauté avec tous les partis auxquels il a contribué, et qui bien entendu sera très loyal au président de la République. Stéphane Vojetta d'ailleurs disant qu'il se maintient, qu'il est exclu du parti, mais qu'il est toujours fidèle au parti, et qu'il espère bien rejoindre le parti une fois l'épisode législatif refermé. Donc on voit bien quand même, moi je pense aux
électeurs, je vois bien un peu leur indécision, leur inquiétude et parfois leur questionnement. Et puis il y a un deuxième sujet, c'est une autre circonscription des Français de l'étranger qui est plus du côté du Moyen-Orient, on va dire ça comme ça, qui vient d'être attribuée à Marc Ferracci, qui est un proche du président de la République, là aussi sans aucune vision ni respect pour ce qui s'est fait, le travail qui a été fait par les députés sortants dans ces circonscriptions. Donc, de deux choses l'une, soit ces circonscriptions sont utiles à la représentation de ces Français de l'étranger, à ce moment-là, on arrête d'en faire des variables d'ajustement pour les copains. Bah, c'est un peu le cas dans d'autres circonscriptions. Soit on les supprime. C'est le problème des parachutages. C'est le problème de parachutage. Non, mais sauf que, oui, c'est le problème du parachutage. Sauf que vous voyez bien que la sociologie dans ces circonscriptions, elle n'est pas complètement pareille que dans une vraie circonscription. Ouais. Dans une vraie circonscription, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite. Quand vous avez affaire à des circonscriptions où, en gros, vous avez affaire à des Français expatriés, qui ont un statut social assez particulier, avec des circonscriptions sociologiquement homogènes, on voit bien que c'est tout de suite un cadeau que vous faites. C'est faux, puisque en Suisse, par exemple, mais en Suisse, Marine Le Pen est arrivée au second tour. Oui. Ils sont. C'est pas totalement homogène. Vous verrez assez peu de votre Mélenchon en Suisse, je pense, de la part des Français de l'étranger. Oui, c'est ça. C'est là où je dis qu'il n'y a pas d'homogénéité dans ces circonscriptions. Donc à partir du moment où ces circonscriptions ne sont pas représentatives de ce qu'est la population française en général, il faut peut-être imaginer un autre système pour mieux représenter ces Français à l'Assemblée nationale, mais en tout cas pas ces circonscriptions qui m'ont l'air quand même assez factices, artificielles, et faites, elles ont été créées par Nicolas Sarkozy, très clairement, pour toujours assurer minimum une onzaine ou une dizaine de postes à une majorité plutôt de droite. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec NUPS ? Il s'est passé la même chose. Que vous prenez le cas de Lamia El Harraj, qui a été élu et à qui on dit bah non, c'est Dominique Simonet. Oui, mais là vous parlez de circonscription en France. Quelle est la différence? Mais la différence, c'est que ces circonscriptions, je le dis, elles sont sociologiquement homogènes. Elles ne correspondent pas à une circonscription normale où vous avez de toute façon des clivages politiques majeurs. On sait très bien l'orientation politique de ces Français de l'étranger. Je ne leur jette pas la pierre. C'est leur choix. Non, mais dans le 20e, vous n'avez pas une typologie de dans le 20e, vous avez des candidats de droite qui font des scores aussi dans le 20e. Non, mais elles ne sont pas découpées comme les autres circonscriptions. Enfin, elles ont été découpées de manière assez inégalitaire et assez orientée. Voilà. Mais donc il faut le dire. Mais le principe même du parachutage, parce que. Oui, mais ça c'est autre chose. Non, c'est pas autre chose. Non, si, c'est autre chose. Je dis que ces circonscriptions sont aujourd'hui instrumentalisées. Alors effectivement, ça se concrétise par des parachutages, mais elles sont instrumentalisées. C'est 10 circonscriptions qui sont réservées à la majorité présidentielle. Donc, actuellement, il n'y a que des candidats de droite, des élus de droite ? Quasiment, oui. Il y a quasiment que des élus de droite. Ah ben oui, LR ou LREM. Ben, qu'est-ce qui empêche la sociologie de ces circonscriptions? Ben oui, vous avez raison. Quand vous avez une circonscription des Français de l'étranger majoritairement avec des Français en Suisse, vous avez très peu de chances pour que la gauche l'emporte. Pareil quand vous êtes à New York. Mais alors vous voulez faire quoi? Eh ben je veux remettre un peu de pluralisme dans cette histoire. C'est-à-dire qu'on peut réimaginer un découpage différent. Mais avant cette réforme, comment ça se passait? Ces Français-là, ils votaient par correspondance. Dans leur circonscription d'origine. Dans leur circonscription d'origine. Et ils revenaient et puis ils avaient des représentants au Sénat. Alors ils élisaient des sénateurs représentant des Français de l'étranger. Mais des sénateurs. Là, on a confondu les choses. Un député, c'est un représentant de la nation. C'est pas le représentant d'un territoire. Ou d'une sociologie de Français. Qui veut réagir? Alexis, Poulain et Christine? Oui, c'est très juste. Enfin, on voit typiquement tous les résultats, notamment au présidentiel. C'est 90% Macron. Enfin, on n'est pas du tout dans un reflet de ce qu'est la France et les Français qui sont ici sur le territoire. Donc il y a un vrai problème. Mais ce problème de circo, c'est aussi dans les découpages, qui sont une tambouille électorale, mandature après mandature, pour être à peu près sûr de mettre un gagnant de la majorité du moment dans le futur. Donc même les circos seraient à revoir d'une certaine façon, parce que vous avez des circos immenses, des toutes petites circos. Donc ce découpage électoral, il n'a pas vraiment de sens non plus dans la façon dont on va après travailler au niveau local sur les territoires pour réaliser des choses. Donc il y a beaucoup de choses qui sont à revoir, mais sur les Français de l'étranger, c'est flagrant et c'est un vrai problème. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Christine?
Oui, alors après, sur la circo où Manuel Valls se présente, alors il se présente sous La République En Marche, mais je rappelle quand même qu'en Espagne, c'est une partie de la Catalogne où il y a énormément de Français qui vivent là-bas. Peut-être qu'ils ne sont pas tous de droite, portugais compris, la communauté, je suis pas certaine. Donc, à surveiller quand même de près, et puis surtout le profil, le profil du candidat en lui-même, le parachutage d'anciens premiers ministres, c'est pas une garantie à 100% que la greffe fonctionne. Tout dépend de qui on met en face aussi pour les autres candidats, et notamment les candidats de gauche. Donc c'est aussi ça, c'est ça l'équilibre, parce que on voit aujourd'hui dans cette campagne, pour y aller sur le terrain, c'est qu'on pense aux grands ensembles politiques sur le terrain. Les électeurs, ils sont plutôt proches des préoccupations du terrain, donc avec des gens qu'ils ont à portée de main. Donc je suis pas sûre que le calcul du parachutage et de la taille de la circo, ça fonctionne. Ce calcul soit aussi simple que ça. Ouais. Voilà. Christian de Villeneuve, votre coup de gueule ou coup de cœur Avant de commencer par le coup de ou le coup de cœur. Oui, moi j'ai bien aimé hier l'initiative du Festival de Cannes qui a offert une tribune mondiale à Volodymyr Zelensky et qui lui a permis de dénoncer le dictateur Poutine. Je pense que le cinéma, ce n'est pas que le cinéma, c'est le produit et l'expression de la société dans laquelle on vit, et je crois, comme la littérature d'ailleurs, et je crois que c'est une action à saluer. Alors écoutez ce que disait Guillaume Roquette hier soir sur LCI, le patron du Figaro. Quand Zelensky, qui est vraiment un héros de notre temps, parle devant l'Assemblée nationale, devant la Chambre des communes, là même où les parlementaires britanniques se sont dressés contre Hitler. Là, je trouve que ça a une force symbolique très forte. Devant les artistes en smoking du Festival de Cannes, il me semble qu'on est dans une forme de confusion. Je trouve que il y a une espèce de mélange des genres qui, moi, me met mal à l'aise. Et ce que je crains, c'est que la parole de Zelensky, qui est si forte par ce qu'il incarne, elle se banalise. Vous voyez, la guerre, c'est pas du cinéma. Ouais. Alors. Non, Nicolas est au bord de l'apoplexie. On peut peut-être renvoyer les écrits d'Antonio Gramsci à Monsieur Roquette. Il découvrira qu'effectivement toutes les tribunes sont bonnes, y compris avec la société civile, et qu'on se limite pas au champ institutionnel. C'est aussi comme ça qu'on gagne des batailles idéologiques. Au-delà de ça, la guerre, c'est pas du cinéma. Je pense que c'est pas à nous, observateurs, journalistes, politologues, idéologues français, de le dire. On est très très mal placé. Je pense que si quelqu'un sait bien que la guerre, c'est pas du cinéma, c'est le président Zelensky. Oui, voilà. Mais ce que dit, c'est nuancé. C'est nuancé ce que dit Guillaume Roquette. C'est-à-dire que je trouve pas ça très nuancé. C'est nuancé dans le sens où il dit ça va banaliser sa parole, et est-ce que c'est sa place d'être au Festival de Cannes? Il a intérêt à parler partout, Zelensky, aujourd'hui. C'est heureusement je pense que dans la situation qui est la sienne, il a intérêt à prendre toutes les tribunes qui lui sont offertes. Parce qu'aujourd'hui, il plaide en continu pour un pays, pour son pays. Et on voit à quel point c'est important, parce que ses propres alliés hésitent. Nous-mêmes, nous sommes en train, la France est en train d'essayer de trouver une voie médiane, diplomatiquement. Et on voit bien que de son point de vue, c'est pas entendable. Donc il va continuer à plaider à chaque fois qu'on lui proposera de plaider. Et il a raison de le faire. Garros aussi, ce que disait ce matin Guy Carlier. Mais pourquoi on dit qu'il a gagné la guerre de la communication? Il a gagné la guerre de la communication parce qu'il a utilisé tous les canaux qui lui étaient possibles. Christine Bouillot. Oui, alors on prend l'exemple du cinéma, mais rappelons que dans cette guerre de communication, il y a un homme qui l'utilise parfaitement, c'est Poutine, dans le domaine du sport. On pourrait faire la même comparaison. Il utilise le sport comme une arme de communication. Donc finalement, la communication au sein de la communauté du cinéma, du 7e art, avec des relais de communication d'influence majeure, le nombre de followers que chaque artiste dans la salle peut avoir au sein de la planète entière, c'est colossal. Donc évidemment qu'il va aller là où il y a le plus d'influence. Après, le message qu'il fait devant on va dire les nations, les parlementaires des différents pays, c'était dans un premier temps. Aujourd'hui, effectivement, il étend son emprise. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Guillaume Roquette. Ça banalise pas du tout le discours de résistance, d'appel à l'aide, d'ouvrir les yeux, en tous les cas, de mobiliser l'opinion en sa faveur. Ça me paraît une évidence, puisque de toute façon, on sait que la guerre de communication fait partie de la guerre tout court. Et qu'elle est permanente. Alexis Poulain, peut-être que vous ne serez pas d'accord?
Moi j'y vois, j'ai jamais vu en fait une guerre qui vit autant de la communication que celle-ci. Alors il y a autant de morts que dans les autres, mais c'est proprement hallucinant. Il y a une maison d'édition qui va publier les discours de Zelensky. Il est partout sur les écrans. Il y a un côté 1984 Big Brother quand on le voit devant sur l'écran avec tous ces gens qui se font des standing ovations. Moi, je trouve ça décalé. Il y a quelque chose qui va pas. C'est trop de com. Et tout il faudrait qu'il fasse quoi alors en réel. En réalité, vous avez Bono qui va chanter dans le métro de Kiev. Vous avez BHL qui va taguer liberté, égalité, fraternité sur une barricade. Et puis on revient. La première dame des États-Unis qui va rencontrer l'épouse de Zelensky. Enfin, tout le monde va en Ukraine tout le temps. Et il y a des morts, il y a des gamins. Enfin, hier était jugé le jeune Vadim, 21 ans, pour crime de guerre, un soldat russe qui s'est engagé pour aider sa mère. Il a tué un cycliste de 60 ans alors qu'il n'avait pas à le faire. La guerre, c'est des vies gâchées, c'est des gamins qui sont cramés dans des tanks, c'est des mecs qui sont dans Azovstal aussi, qui vont se battre pour rien. Au final, c'est des intérêts oligarchiques, c'est terrible. Je trouve ça affreux ce qui se passe, avec en plus avoir des responsables européens comme Kaja Kallas, qui est la première ministre estonienne, qui dit qu'on ne doit pas laisser de porte de sortie à Poutine et que la seule réponse à ce problème est militaire. Donc moi je trouve que l'escalade guerrière et militaire actuelle, elle est calamiteuse parce que au final c'est encore plus de morts. Et il faudrait au contraire l'initiative de qui, Alexis? La plus rapide possible. L'initiative de qui, Alexis? C'est tout l'inverse qu'on est en train de faire. Je comprends pas. Alexis, c'est vrai. Alors laissez Christine. Pardon. Non mais j'entends bien ce que dit Alexis sur mais on peut pas comparer l'escalade meurtrière et guerrière de Poutine avec on va dire les axes de communication qu'utilisent les uns et les autres pour justement faire en sorte que ça s'arrête. On peut absolument pas mettre les deux choses sur le même plan. Ouais. Alexis, je comprends et j'entends, personne n'est pour l'escalade, hein, mais tu peux pas dire qu'il y a trop de com. Il y a peut-être trop de soldats russes sur le territoire ukrainien, il y a peut-être trop de civils ukrainiens tués. Je veux dire, on est quand même dans la proportion. La réaction de Zelensky, elle n'est pas disproportionnée. Et s'il utilise des moyens colossaux en termes de communication, c'est peut-être parce que au départ, il n'avait que cela. Allez, on marque une... Attention, sur ce qu'a fait Zelensky, il faut saluer le courage qu'il a eu, parce que le plan de Poutine, c'était que Zelensky fuit le plus rapidement possible. Il a réussi à agréger tout le peuple derrière lui, à incarner la résistance, enfin, ce qu'ont fait les Ukrainiens, évidemment, et c'est beaucoup grâce à lui et à justement ses opérations de com. Je dis pas le contraire. Jusqu'aujourd'hui, la communication, c'est une arme. Oui, c'est une arme, mais il faut pas continuer dans cette escalade de livraison d'armements, de guerre. Ça, c'est encore c'est autre chose. Là, on parlait de l'intervention de Zelensky. Oui, mais tout est lié. Puisque derrière, il y a quand même le plus rapidement possible la fin du conflit. C'est la pub et on se retrouve tout de suite après. Les débats avec vous. Dans un instant, on va parler de l'hôpital. On va parler également de ce nouveau gouvernement que nous attendons, qui doit être formé par la première ministre. Un mot tout de même, là, c'est en train de monter un peu sur les réseaux sociaux. Ce matin, Stanislas Guerini de La République En Marche était invité, qui s'est chargé des investitures, invité chez nos confrères de France Info, qui l'interrogeait sur cet homme, Monsieur Perra, qui a été investi en Dordogne, qui a été condamné à 3 000 € d'amende pour violence conjugale. Alors l'histoire n'est pas aussi simple. On était revenu dessus avec Michael Darmon. On n'a pas tous les tenants de l'histoire et sa femme aussi a été condamnée. Néanmoins, ce qui m'intéresse là, c'est la réponse qu'a faite ce matin Stanislas Guerini. Écoutez. Pourquoi il a quitté son poste de conseiller à l'Élysée ? Une amende avec sursis, parce que le procès n'était pas rendu. Ouais, et puis maintenant qu'il est rendu, le procès et donc toute la lumière qui a été faite sur l'affaire. Moi, j'ai pris du temps pour lire les attendus, pour comprendre, pour savoir si au fond on pouvait avoir affaire à quelqu'un qui pouvait être capable de violence volontaire. Je crois, et j'en suis même infiniment convaincu que ça n'est pas le cas. Sinon jamais j'aurais permis cette investiture. Ça n'est pas le cas. C'est un honnête homme. Je ne crois pas capable de violence sur les femmes. Non mais vous voyez bien le deux poids deux mesures. Vous dites au jugement des électeurs. Vous dites, je ne crois pas qu'il soit capable de violence sur les femmes. Si, il a été condamné pour. Voilà, je ne crois pas. C'est la réponse. C'est un honnête homme. Je ne le crois pas capable de violence. Alors, le fond de l'histoire est peut-être sa femme a peut-être des torts. Néanmoins, il a été condamné à 3 000 € d'amende, 14 jours d'ITT pour sa femme pour des raisons psychologiques. Hein, je précise, pas physiques, mais c'est de dire cet argument terrible. C'est mon ami, il ne peut pas être violent. Christine, je vous ai vu réagir.
Oui, la phrase de la part de Guérini, dire c'est un honnête homme alors qu'il y a une condamnation, c'est compliqué après d'y aller sur ce terrain-là. Mais dans ces dossiers-là d'investiture, sur des affaires qui sont jugées et entérinées, je vois pas comment les partis peuvent tornicoter autour des candidatures et des dossiers. On voit bien que c'est compliqué pour eux de trouver des candidats partout ou des candidats qui correspondent à leurs attentes, aux couleurs politiques, mais que c'est compliqué de ces dossiers-là. Enfin, c'est véritablement des scotch que les partis se mettent et qui sont sur le long terme de la campagne électorale. Sur le terrain, et c'est sur ces jets-là, c'est vrai que ça paraît difficilement entendable, quelqu'un qui est condamné. Alors peut-être que l'histoire est plus complexe qu'on ne le dit sur ce dossier-là, je ne le connais pas, mais sur ce dossier-là, mais toujours est-il que le raccourci qui en est fait, c'est compliqué sur le terrain ensuite d'aller défendre des dossiers, d'aller dire que nos candidats sont investis sur tel ou tel dossier, et surtout sur la question des violences faites aux femmes. Ça me paraît toujours particulièrement dangereux de laisser traîner un dossier comme celui-là. Oui, mais il y a la question quand même. Toute personne condamnée, une fois qu'elle a payé sa dette à la société, ne pourrait plus être candidate. Il y a Jérôme Cahuzac, par exemple. Vous le voyez revenir en politique. Il a payé sa dette, il est libre. Bah si. Il avait fait une interview là-dessus. Oui, mais il a été condamné à 10 ans d'inéligibilité aussi. Hein. Oui, ça fait 10 ans. Oui, mais après, oui, j'entends la complexité certainement de l'affaire, mais la phrase « c'est un honnête homme, je ne le crois pas capable de violence », on a l'impression de retomber à 10 ans en arrière. Nicolas Corato. C'est vrai qu'il y a le droit, il y a le respect aussi qu'on doit à une décision de justice, c'est-à-dire qu'il a été condamné, il a, je crois, pas fait appel, donc d'une certaine manière, il a certainement, c'est une manière de reconnaître que le jugement lui correspondait. Sa femme également a été condamnée à une plus petite amende pour des appels malveillants, d'après ce qu'on a pu lire dans la presse. Mais il n'empêche qu'il a été condamné pour violence conjugale. Que la lutte contre les violences conjugales est une cause nationale du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et que d'ailleurs, on peut reconnaître au président de la République et à son gouvernement d'avoir effectivement fait des choses et fait avancer la cause de la lutte contre les violences conjugales. Donc politiquement, la phrase de Stanislas Guérini, elle pose une difficulté. J'ajoute, et je voulais pas faire de polémique, mais il y a eu l'affaire Tahar Bouhoua au niveau de la France Insoumise, qui n'a jamais été condamnée pour des violences ou pour du harcèlement ou pour de l'agression sexuelle. Et il y a eu des faits qui ont été rapportés, qui ont suffi pour qu'assez rapidement, je dis assez rapidement, la France Insoumise lui retire son investiture. Donc on voit bien, il y a une dichotomie entre ce que fait la justice, et elle le fait plutôt bien sur ces affaires-là, et elle le fait de mieux en mieux, il faut l'encourager, et puis la responsabilité que prennent les femmes et les hommes politiques par rapport à ce thème, et à cette lutte, et à cette question de société. Voilà, manifestement, pour le patron de La République En Marche, Ensemble, Renaissance, je ne sais plus comment on les appelle, c'est pas suffisant, cette cause, pour aller arbitrer sur une investiture aux législatives. Alexis ? Oui, c'est délicat. Oui, c'est compliqué. Compliqué. Non, mais je ne veux pas qu'on juge le fond de l'affaire, mais c'est vrai qu'on est sur... Au-delà du fond de l'affaire, c'est le processus. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui est condamné pour violence conjugale, qui est investi. Et dans l'autre cas, on a une organisation qui, en interne, fait les démarches nécessaires pour retirer l'investiture à une personne qui est accusée. Ils n'ont pas fait les démarches judiciaires. Pardon. En interne. Ils ont au moins alerté, au moins ils ont retiré l'investiture. Mais ils auraient peut-être pu alerter la justice, non ? Et de qui on parle ? On parle de la structure qui a tout fait pour éviter d'investir quelqu'un qui pourrait avoir potentiellement une condamnation. Et de l'autre côté, on ne parle pas du parti qui investit quelqu'un qui a été condamné. Et ça, c'est normal que Stan Guérini se prenne les pieds dans le tapis en disant je ne sais pas quoi dire parce qu'il n'y a rien à dire. En fait, c'est une erreur politique d'investir cette personne, sachant que c'est une grande cause du quinquennat. Sauf si l'affaire est effectivement compliquée, sauf si c'est ce qu'il a tenté de dire. Pourquoi se mettre un boulet pareil à un moment on est en campagne, on sait très bien que tout peut être c'est-à-dire que tout le monde ne va pas aller chercher ce qui s'est réellement passé. Vous avez je vois les réactions sur les réseaux, c'est 14 jours d'ITT, on ne cherche pas à savoir pourquoi ni comment. C'est l'affichage et la com qui est désastreuse. Mais on est sur le terrain politique. Vous avez raison de dire que c'est une affaire compliquée. Toutes les affaires sont compliquées. Elles sont ni noires ni blanches. L'humanité est pleine de gris. Mais là, on parle de politique. Ce qui est compliqué aujourd'hui dans ce pays, c'est la situation des femmes face aux violences qui leur sont appliquées. C'est ça qui est compliqué à gérer. Ce qui est compliqué, c'est ça. Et donc, quand on est chef d'un parti politique,
qui plus est majoritaire et qui souhaite le rester, et qu'on en a fait une cause nationale, on prend des arbitrages en fonction de ça, de cette complication-là, pas de problèmes personnels. Il y a un moment où le champ politique doit prendre le pouvoir sur le champ personnel. Et effectivement, M. Perra est peut-être un honnête homme, mais c'est pas le sujet. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. On va parler de l'hôpital, entre autres. Les débats avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Vous aviez un autre coup de gueule, Christian de Villeneuve, qui va nous permettre de parler de politique et du sujet que je voulais évoquer, c'est-à-dire cette nouvelle méthode annoncée par Emmanuel Macron. Oui, je crois qu'on voit rien venir, tout simplement, parce que moi j'ai effectivement un coup de gueule contre ce début de quinquennat sans souffle, sans enthousiasme, et qui visiblement a du mal à décoller. D'abord, il a fallu attendre, je crois, plus de 3 semaines. La nomination d'une première ministre qui appartient au cercle très restreint des proches du président. Naïvement, moi, je pensais qu'il y aurait dans la foulée la composition du gouvernement. Non, on attend et on tergiverse. Pourtant, le président a eu plus que le temps de composer son gouvernement, car faut pas se faire d'illusions, c'est lui qui distribue les postes, non seulement de ministres, mais aussi de directeurs de cabinet. Je ne sais pas si vous avez vu celui du Parisien. Vous avez lu ce matin dans le Parisien. Oui, celui d'Elisabeth Borne a été nommé avant elle. Bon, donc là, ça pose la question, l'autre question du rôle et de la fonction du Premier ministre aujourd'hui. Voilà. Ouais. Donc en plus, bon, résultat, ça flotte, c'est flou. Ouais. Alors que les dossiers sont pressants. Mais il fait quoi? Il étire le temps pour éviter les législatives? Exactement. C'est encore la négation de la politique. C'est pour éviter. Parce qu'en plus, on aimerait effectivement la campagne des législatives sera véritablement lancée lorsqu'on connaîtra vraiment l'équipe supposée faire gouverner la France dans les 5 ans à venir. Voilà. Donc c'est encore une négation de la politique et une négation de l'élection législative. Ouais. Nicolas Corato. Oui, Emmanuel Macron est un joueur de football, peut-être un sélectionneur ou un entraîneur. Il aime beaucoup l'Olympique de Marseille et moi, je suis assez d'accord, il introduit un faux rythme. Il fait durer, il fait patienter, ça empêche le débat sur les législatives, tout comme d'une certaine manière, il avait un peu tronqué le débat sur les présidentielles. Et c'est vrai que le moins de Français iront voter aux législatives, le mieux ce sera pour lui. On se rappelle qu'en 2017, on était à 50% de participation, ça avait permis à la REM d'être véritablement sur une dynamique très conquérante. Mais c'est pas comme s'il n'y avait pas d'urgence. Bah oui. Parce que c'est le en même temps d'Emmanuel Macron. Il nous a dit pendant des mois qu'il y avait urgence sanitaire, urgence diplomatique, urgence économique, urgence sociale. Mais là, manifestement, avoir un gouvernement, c'est pas urgent. Alors, soit ça veut dire qu'un gouvernement, ça ne sert à rien. Et c'est peut-être ça, la vision des institutions qu'a Emmanuel Macron, qu'après tout, un pays, ça peut se diriger depuis l'Élysée. Et moi, je me pose la question, s'il y a tant d'urgence que ça, alors il faut un gouvernement tout de suite. S'il y a tant d'urgence que ça et qu'il n'y a pas de gouvernement, c'est que le gouvernement... Parce que ça fait 3 semaines qu'ils sont dans les cartons, quasiment... Oui, ils font des pots de départ, ça a l'air très très sympa l'ambiance en ce moment dans les cabinets ministériels, mais il y a quand même des vrais sujets en France. C'est pas comme si la guerre n'était pas aux portes de l'Europe, c'est pas comme si notre hôpital n'était pas en incapacité d'aller soigner les Français, c'est pas comme s'il y avait 5% d'inflation au premier semestre. Alors, Christine ? Oui, c'est vrai, quand on va sur le terrain et qu'on suit les candidats, on sent pas une euphorie grandissante et une attente prégnante. Et d'ailleurs, c'est assez inquiétant parce que il y a quand même des mouvements qui s'enclenchent ici et là, des mouvements de protestation. Il y a des situations d'urgence sociale qui s'agrègent. Et on va parler de l'hôpital dans un instant. Mais quand on discute avec les soignants, ils aimeraient bien savoir qui va reprendre le bâton de maréchal, en tous les cas, qui va porter le dossier. Parce que eux, ils ont un été qui arrive et ils se disent il y a un mur qui se profile, celui de la crise à l'hôpital avec l'été et des urgences. Donc ils voudraient connaître le nom de celui ou de celle qui va s'occuper des dossiers parce qu'ils ont besoin d'avoir des réponses. Alors certes, les dossiers sont gérés dans la continuité, mais le cap n'y est pas. Et le tempo non plus. On peut parler du plan sur l'écologie. Hein. Il y a des dossiers monstrueux. On voit un mois de mai qui est historiquement le plus chaud qu'on va enregistrer de l'histoire des relevés de Météo France. Donc et là aussi, vous allez dans la rue, il suffit d'aller dans la rue, tout le monde vous dit c'est bizarre ce qui se passe, c'est quand même inquiétant, on aimerait savoir. Donc l'élection présidentielle, ça va faire
un mois quasiment que l'on a vécu l'élection et on n'a toujours pas de cap qui est fixé. Voilà, c'est un petit... On a l'impression qu'on y va piano solo, comme si ça passait tranquille. Alexis, ça fait bizarre. C'est peut-être la nouvelle méthode. En fait, ça dit une chose, c'est qu'Emmanuel Macron, non seulement il a explosé le clivage gauche-droite, mais il a enterré le politique. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a une gestion technocratique par les cabinets de conseil, McKinsey & Co, qui continue. Regardez, on a appris par le Parisien que le directeur de cabinet d'Elisabeth Borne était nommé une semaine avant elle. Aurélien Rousseau, qui était directeur de l'ARS, était nommé de toute façon avant. Donc, elle est là pour faire de la figuration et le reste du gouvernement sera là pour faire de la figuration. Ce qui compte aux yeux d'Emmanuel Macron, c'est ce que propose Alexis Collère, ce que proposent les uns et les autres, issus soit de l'ENA, soit du corps du Conseil d'État ou ailleurs, et les cabinets de conseil dont la dépense a été faramineuse en termes de deniers publics ces 2 dernières années, et ça va ne faire que continuer. Donc on a totalement laissé tomber le fait que un ministre c'est important. Non, un ministre ça doit être quelqu'un qui va le matin à la radio pour dire des trucs, pas plus. Le reste, c'est pas lui qui gère. Et c'est vraiment ça qui ressort de ce quinquennat, et c'est ça qui ressort de cette prise de temps, de cette nomination des directeurs de cabinet avant même d'avoir des ministres qui vont être là de toute façon pour faire de la figuration. Oui, absolument. Et alors pourquoi on s'interroge sur le profil des ministres qui doivent arriver, s'ils n'ont aucun rôle je voudrais savoir, je voudrais comprendre. Mais moi je m'interroge pas. S'ils n'ont aucun rôle. Ça sert à rien de s'interroger pour regarder qui seront les directeurs de cabinet. Alors donc il faut regarder dans les coulisses. Oui. Non, mais écoutez, donc ça n'a aucun intérêt d'avoir des ministres finalement. Mais c'est vrai que c'est ce temps qui s'étire depuis l'élection ne manque pas d'interroger. Enfin, on comprend un peu la stratégie, mais c'est la négation. C'est la négation de la politique comme la présidentielle. Et on a eu une campagne assez atone. Voilà. Non, écoutez, à suivre. Je voulais qu'on parle de l'hôpital avec cet hôpital de Bordeaux dont les urgences sont fermées. C'est l'hôpital Pellegrin, sous tension, manque de personnel, donc plus d'accueil la nuit, si ce n'est qu'il faut appeler le 15 avant pour être orienté à distance vers un médecin. Christine, vous étiez à l'hôpital de Bordeaux hier où vous étiez en reportage. Signale dans le même temps le docteur Marty qui lui publie une lettre ouverte au ministre de la Santé pour lui dire que les médecins généralistes aujourd'hui sont aussi dans une situation qu'ils n'ont jamais connue jusqu'à maintenant. Alors Christine, qu'est-ce que vous avez pu voir à l'hôpital de Bordeaux hier et quelle est la situation ? Alors ce qui était surtout intéressant, c'était discuter avec le patron des urgences de l'hôpital Pellegrin, parce qu'on comprend que cette mesure est réfléchie depuis quelques semaines entre la direction de l'hôpital, les soignants, les cadres de santé et l'ARS pour trouver une solution à un phénomène qui est en train de se passer aujourd'hui, qui est un phénomène généralisé, c'est qu'y compris dans les grands CHU, Bordeaux est un des premiers CHU de France, bien les gens s'en vont, les médecins démissionnent, quittent le navire amiral et vont ailleurs, vont dans le privé, craquent, n'en peuvent plus et c'est en fait le Covid a été finalement on va dire la dernière couche à des problématiques qui durent depuis des décennies sur l'hôpital, on en a déjà parlé, qui n'intéressait pas grand monde il y a encore quelques années, surtout les médias qui passaient un peu à côté peut-être aussi pour alerter, parce que souvent ça permet de débloquer des situations. Mais si on prend ce qui est en train de se passer du côté du CHU, c'est une décision pour essayer de passer l'été, voilà, c'est-à-dire qu'on demande aux patients de téléphoner au centre 15. Pour ceux qui vont venir la nuit, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont venir la nuit, ils seront donc accueillis dans un sas de régulation qui sera géré par 2 bénévoles de la protection civile, un agent de sécurité, et ce sont ces bénévoles de la sécurité civile qui feront un espèce de checking avec le 15 au téléphone pour savoir si les personnes sont autorisées à rentrer ou si elles repartiront vers un autre centre d'urgence des cliniques privées, d'un autre hôpital qui est pas loin, ou alors ça peut attendre le médecin traitant. Donc on voit qu'on est dans une situation, et eux-mêmes le reconnaissent, de transition en espérant mieux, c'est-à-dire 2023, il faut surtout passer l'été, parce que aujourd'hui, il manque 18 équivalents temps plein de médecins sur les urgences de l'hôpital de Pellegrin de Bordeaux. Donc c'est colossal. Ils ne peuvent pas tenir sur ce rythme-là, en sachant que l'hôpital de Marmande, qui est pas loin, devait aussi se décharger sur Pellegrin pour pouvoir accueillir les patients. Et d'autres hôpitaux comme Oloron-Sainte-Marie a vu aussi une situation de crise la semaine dernière et où il a fallu trouver en urgence des médecins
médecins, avec là aussi une fermeture temporaire, enfin en tous les cas, on va dire une régulation en amont pour éviter. Sauf que ce que dit le docteur Marty, vous avez raison Valérie, lui c'est que les médecins généralistes qui sont censés aussi absorber pour éviter d'engorger les urgences sont déjà saturés. Donc on voit que le système ils sont de moins en moins nombreux. Et ils sont de moins en moins nombreux. Donc le système aujourd'hui ne tient plus. Et là, on essaye de trouver des situations. Et y compris, je vous invite à lire le directeur de l'ARS dans Sud-Ouest ce matin, qui dit c'est une situation temporaire d'urgence qui ne peut pas durer. Donc ils sont même à reconnaître que c'est des situations qui ne peuvent pas s'éterniser parce que ce n'est pas pérenne du tout. Donc la situation, il faut tout revoir du sol au plafond. C'est une situation vraiment très complexe et il faut s'y atteler très vite. Est-ce que la tartufferie aujourd'hui ne reviendrait pas au patron du premier groupe hospitalier de France de la PHP, Martin Hirsch, qui signe une tribune hallucinante dans les Échos où il appelle à la refondation. Je rappelle que M. Hirsch est patron des hôpitaux depuis 2013. Depuis 2013. Et dans cette tribune, que je trouve pour ma part totalement hallucinante, il dit « Oui, nous, c'est pas bien, mais alors, à Berlin, ils ont 43% de lits fermés. » Enfin, c'est un peu... Évidemment que c'est structurel et que ça concerne tout le monde, mais quand on a été patron de la PHP, que n'a-t-on réagi plus tôt ? Oui, sans compter qu'il a aussi été conseiller de pas mal de ministres de la Santé. Donc c'est un sujet qu'il connaît bien, la réforme de l'hôpital, puisque c'est lui qui l'est soufflé à l'oreille des ministres pour lesquels il a travaillé. Non mais attendez, l'hôpital français est malade de ses rigidités, des effets pervers, des contournements de ses rigidités. Mais enfin... Peut-être qu'il fait partie des rigidités, monsieur Hirsch. Mais vous savez, les tribunes qui paraissent avant les remaniements signées par des personnalités qui ont très envie de rentrer au gouvernement, on sait très bien que c'est pas un message pour les Français, c'est pas un message non plus pour faire avancer les sujets. C'est un message qui est envoyé pour dire j'existe, et j'aimerais exister encore plus demain. Donc je pense qu'on peut laisser monsieur Hirsch là où il est. Il a été suffisamment utile à la nation pour ça. Le vrai sujet avec l'hôpital, et ce que dit Marty est très intéressant, c'est quand même... On l'a vu venir, ça fait des années qu'on dit que les médecins généralistes vont partir à la retraite et qu'ils vont tous partir à la retraite en même temps. Il faut reconnaître à ce quinquennat passé d'avoir fait une chose, et c'est Agnès Buzyn qui l'a fait, c'est d'avoir effectivement d'être revenu sur le numerus clausus. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis 4 ans, on a changé le mode de recrutement des médecins, mais on sait que ça produira des effets quasiment dans une génération. Parce que pour former un médecin, il faut minimum une dizaine d'années, voire même une douzaine d'années. Donc on a un problème majeur, et je suis d'accord avec ce que disait Christine, c'est que c'est un état d'urgence temporaire. La question c'est ça va durer combien de temps cet état provisoire et quelles sont les solutions qu'on peut mettre en œuvre. Les solutions qu'on peut mettre en œuvre maintenant, encore une fois, elles donneront peut-être des résultats dans des années. C'est bien ça la difficulté. Sauf à faire appel à des médecins étrangers. Sauf à faire appel à des médecins étrangers. Et il faut regarder ce que font nos voisins. Ce qu'a fait l'Italie, par exemple, après la crise du Covid. Ils sont allés recruter massivement des médecins, des aides-soignantes, des infirmières à l'étranger. Mais alors c'est déjà le cas. Mais on le fait, mais nous, pas aussi massivement qu'eux. Ça pose 2 difficultés. C'est-à-dire que quand vous allez chercher un médecin en Tunisie ou au Liban, les Libanais et les Tunisiens ont moins de médecins qui viennent travailler en Italie. Ça pose une difficulté parce que dans notre pays, on a quand même mis 6 mois à ne parler que de ce que représentait comme menace pour le pacte social l'immigration. Donc il va falloir effectivement qu'à un moment, on se regarde les yeux dans les yeux et qu'on sache exactement ce qu'on veut. Quelle décision on prend? Il n'y en a pas d'autres. On ne va pas les inventer, les médecins et les aides-soignantes qui ne veulent pas travailler. Non. Alors attendez, Christine, vous réagirez après. Travailler dans ces conditions, je veux dire. Je réagirai après, oui. Non, alors, Christian de Villeneuve. Pour connaître un peu la Tunisie, effectivement, il y a ce sont des milliers de médecins tunisiens qui d'abord, très souvent été formés aussi en France et qui reviennent en France. Non, la crise de l'hôpital, elle remonte sans doute à la mise en place des 35 heures où on n'a pas du tout pris les mesures, les restrictions induites par cette réforme. Et la vraie difficulté, c'est que, alors parce que on peut pas méconnaître quand même ce qu'a fait le gouvernement. Il y a eu le Ségur de la santé, il y a eu une augmentation de 10% des infirmières et des soignants. Ce n'est pas rien. Et pourtant, un grand nombre de soignants, que ce soit des médecins, des infirmières ou des autres, quittent parce qu'ils ne veulent plus faire ce métier.
Ouais. Et ce qui est vrai pour la santé est vrai dans beaucoup d'autres corporations. Et donc ça pose tout le problème de la relation au travail aujourd'hui. Et donc c'est un problème vraiment de société, c'est vraiment un problème global. Il faut voir pourquoi ils veulent plus faire ce métier, enfin des gardes de 24 heures, de 12 heures. Vous avez des urgentistes qui disaient, là c'est un témoignage sur France Info, des gamins qui étaient pris en charge, qui attendaient 12 heures dans des souffrances extrêmes. Quand vous faites ce métier-là, vous êtes mal parce que vous ne pouvez pas bien le faire et vous repartez en pleurs, vous dites je ne peux pas continuer dans cette maltraitance-là. Donc le manque de moyens fait des morts, fait beaucoup de souffrances, y compris au sein des soignants qui se rendent bien compte qu'ils font un travail qui n'est plus un travail, c'est simplement essayer d'éviter le drame. Et parfois des drames sont inévitables. Donc je comprends que c'est un métier qui n'attire plus et où les gens ne peuvent plus le faire parce qu'ils n'ont plus les moyens de le faire correctement. Mais souvenez-vous, il y a 15 jours dans le Canard enchaîné, on nous racontait que cet homme qui a été blessé par balle arrive à Pompidou et il n'y a pas de salle d'opération pour le recevoir et donc on l'envoie à la Pitié. Donc on perd un temps infini. Je vous rappelle le chiffre de 80% des lits d'AVC fermés à Bichat, 50% des lits d'AVC fermés. Prenons un chiffre qui fait froid dans le dos, c'est l'augmentation à nouveau de la mortalité infantile. Ça n'existe pas dans les pays développés. Pourquoi on a fermé des maternités? On n'a fait que fermer des maternités alors que le taux de naissance restait le même. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Et là, on se pose des questions de pourquoi la mortalité infantile est-elle en train d'augmenter. Mais évidemment que ça augmente. C'est dingue de se rendre. Enfin, et c'est pas que Macron. Je veux dire, c'est des politiques publiques qui remontent à loin. Alors, c'était des pôles de compétition, des pôles de compétences, faire en sorte que des hôpitaux soient spécialisés sur l'oncologie, etc. Et donc, on fermait les services de maternité. En veux-tu, en voilà. Le résultat, la mortalité infantile augmente. On a saccagé la santé publique pour des questions de coûts, tout simplement, sans réflexion sur le long terme. Et ça, c'est pas nouveau, malheureusement. Christine, vous réagirez tout de suite après la pause pub. Vous savez ce que c'est. On se retrouve dans un instant. Nous parlons de l'hôpital, en particulier alerte à Bordeaux sur l'hôpital Pellegrin sous tension et qui a décidé de ne plus accueillir d'urgence la nuit. Il faut passer par le SAMU pour qu'il soit orienté. Christine Bouillot, vous vouliez réagir à ce qu'on disait précédemment? Oui, déjà revenir sur ce que disait Alexis sur la mortalité infantile. En fait, il y a une étude qui est publiée récemment et le médecin de l'INSERM qui a mené cette étude publiée dans le Lancet dit on n'a aucune explication. Donc pour l'instant, ça reste une étude puisque depuis 2012, ils ont constaté cette hausse de la mortalité, mais ils ne peuvent mettre aucune explication en face de ce chiffre puisqu'il n'y a aucune étude sérieuse qui a été menée. Voilà pour la petite parenthèse. Sur l'hôpital, à Pellegrin, moi ce qu'on me dit aussi, ce qui est franchement inquiétant, c'est que les soignants qui démissionnent et leurs collègues qui les voient partir disent c'est incroyable parce qu'il y a 20 ans, personne ne démissionnait de l'hôpital, de l'institution publique. C'est-à-dire que c'était le Graal d'atteindre ce poste-là et ces fonctions-là. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un blason à redorer. Et ça rejoint aussi ce qui se passe dans l'éducation nationale avec le CAPES et les candidatures qui n'arrivent pas des étudiants pour devenir enseignants. Donc on voit bien aussi on va dire la déliquescence, en tous les cas le perte de sens, en tous les cas d'attractivité de ces métiers et de cette fonction du service public. On a beaucoup tapé sur la fonction publique pour dire que c'était des feignants, que ça ne marchait pas, qu'ils ne savaient pas bien faire. Peut-être que ça y participe, sans doute pas que. Et puis l'autre chose, c'est que beaucoup de personnel de santé, on focalise sur les médecins à l'hôpital et les infirmières et les aides-soignantes. À juste titre, le Ségur a fait en sorte qu'il y ait des revalorisations qui soient enclenchées, qui soient mises en route, mais il y a tous les autres autour, qui aujourd'hui vous disent, moi je suis un salarié pauvre, je suis à tel échelon de la fonction publique, aujourd'hui je peux plus me loger. Donc ils vont ailleurs, ils s'en vont. Donc ça c'est le deuxième volet. Puis le troisième, c'est qu'aujourd'hui vous allez faire un tour dans les écoles d'infirmières, elles font pas le plein. Les écoles d'aides-soignantes, elles font pas le plein. Donc ça veut dire aussi, c'est des métiers qui sont pourtant tellement essentiels, tellement importants, et aujourd'hui vous les trouvez pas. Donc c'est une vraie difficulté, c'est d'attirer les jeunes, d'attirer on va dire les personnes, ou alors de faire des reconversions pour attirer des personnes qui souhaitent changer de branche. Mais il y a en fait tout un système, toute une revalorisation à opérer qui fait que aujourd'hui, je pense que le chantier va pas se régler même en un quinquennat, très sincèrement. Mais c'est le rapport au travail, ce qu'évoquait Christian de Villeneuve, puisque la question, elle existe dans
dans l'éducation nationale, vous l'avez dit, elle existe dans la restauration et l'hôtellerie. On fait venir justement des Tunisiens, des serveurs tunisiens qui n'ont pas de boulot chez eux, on les fait venir en France. C'est un rapport au boulot, au travail, un travail pas gratifiant, mal payé. C'est tout un débat très de société profond. Mal payé, je rappelle que l'indice dans la fonction publique est gelé depuis le quinquennat de François Hollande. Donc c'est vrai pour tous les fonctionnaires, y compris ceux de la fonction publique hospitalière. Il y a des fonctionnaires quand même qui vous expliquent qu'ils ont 5000 heures supplémentaires à prendre en congé. Il y a quasiment 3 ans à prendre en congé. Ils ne les prennent pas. Et puis un jour, leur RH leur dit on vous donne 20 000 euros pour solder le compte. 3 ans de boulot pour 20 000 euros. C'est comme ça que ça se passe dans la fonction publique. Et puis il faut peut-être ajouter une autre chose, au-delà de notre relation au travail, c'est qu'on a organisé depuis des années aussi une forme de concurrence entre le privé et le public, notamment dans le domaine de la santé. Je rappelle qu'il y a une loi qui s'appelle la loi Macron, qui a été votée quand François Hollande était président de la République, et qui a ouvert le capital des structures et des sociétés de santé, des sociétés de médecins, des sociétés d'ophtalmologistes, à des financiers, à des tiers qui ne sont pas des médecins. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu fleurir des plateaux Nec Plus Ultra dans nos centres-villes qui font plateau dentaire, plateau ophtalmo, avec des ophtalmos qui sont des salariés, avec des infirmières qui sont payées 2 fois plus que dans le public, et qui délivrent une prestation dont tout le monde s'accorde à dire que parfois elle est d'une qualité assez médiocre ou assez moyenne, parce que vous voyez jamais le même médecin. Vous venez une fois pour faire votre contrôle ophtalmo, 2 mois plus tard c'est un autre parce que le médecin est parti ailleurs. Mais finalement ça on l'a organisé, c'est-à-dire que tous ces gens qui sont dans ce domaine-là, dans ce secteur privé, ils font concurrence d'une certaine manière à la manière dont on positionne aussi un service public de santé. Et donc ça, il faut le regarder en face. On a voulu à un moment privatiser nos services publics, organiser la concurrence avec nos propres services publics. On en paye aujourd'hui le prix dans un certain nombre de domaines. Et le risque d'ailleurs, c'est que demain, on commence pas à faire la même chose avec l'éducation. Et on a vu d'ailleurs qu'il y avait quelques projets pendant la présidentielle. Donc oui, il faut aussi qu'on regarde la manière dont on s'est réorganisé, dont on a vu les choses depuis une dizaine d'années. Je pense qu'il va falloir revoir une chose. Oui, mais on fait quoi? Parce que vous l'avez dit, il va falloir former. Si on parle de la santé et de l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution? Moi, je suis pas ministre de la Santé, mais on va pas inventer des médecins. Donc il va falloir les chercher là où ils sont. Mais donc accepter qu'on aille les chercher là où ils sont. Puis accepter du coup de conventionner avec les pays où on va aller les chercher. Écoutez le témoignage de Sally, elle nous dit: j'ai pris un rendez-vous chez un stomatologue en décembre 2021 pour mon fils. On a eu rendez-vous hier et donc on doit rendez-vous en octobre pour enlever des dents de sagesse. Dans quelle région? C'est pas hallucinant. Je ne sais pas dans quelle région, mais je pense que tout le monde a des témoignages comme cela de la famille, moi qui cherche en dermatologie, pour un diagnostic a été fait pour une lésion cancéreuse, et il y a 1 an et demi d'attente pour l'hôpital de Vierzon, de Bourges. Donc qu'est-ce qu'on fait? Mais vous savez, Valérie, dans un autre domaine qui est celui de la justice, quand vous êtes en voie de divorce, on vous donne aujourd'hui une audience pour parler de la garde de votre enfant. Voilà, alors que vous êtes en plein conflit avec votre conjoint dans 1 an et demi. Et pendant 1 an et demi, vous organisez sans juge. C'est pareil, c'est la même histoire. D'ailleurs, ce qui est assez frappant sur les marchés, pour avoir suivi les candidats en législative, les gens ne parlent que de ça. De santé? De santé, de problèmes d'accès aux soins. C'est vraiment le sujet numéro 1 avec le pouvoir d'achat. Quand on fait ses courses, évidemment, on a les étiquettes sous le nez, donc forcément, on peut s'en rendre compte. Mais dans ce cadre de cette campagne-là des législatives... Et on n'en a pas parlé du tout, même pendant la présidentielle. Pendant la présidentielle, vous avez raison. C'est vraiment des sujets qui sont restés sous les radars. Et c'est véritablement... c'est assez stupéfiant. D'habitude, on a des sujets du quotidien, on a un peu de politique. On aurait pu penser que la guerre en Ukraine allait s'inviter dans les conversations. Non. Ils vont voir les candidats en disant qu'est-ce que vous comptez faire pour l'hôpital? Et qu'est-ce que vous comptez faire pour le médecin? Il est parti ou il va partir, on n'en a plus. C'est vraiment, vraiment l'angoisse des gens et des Français. On a beaucoup de témoignages. Chris nous dit augmenter les salaires, revoir les conditions de travail, cesser de faire intervenir des technocrates qui dégoûtent les gens qui veulent bien faire mais qui finissent par les dégoûter de bien faire. Brigitte nous dit entre la garde d'un enfant et un cancer, il y a une différence. Oui, il y a une différence, sauf que ça dit des choses de l'état de notre société. Alexis Poulain, dernier mot.
Bah oui, ce que je disais en introduction avec le parc nucléaire, c'est qu'on a l'impression que tout est en train de s'enrayer, qu'on avait un pays qui fonctionnait, on était fiers de notre système de santé, et on se rend compte que tout est en train de se corroder, qu'il y a un vrai problème de fond, et ça fait peur parce qu'on n'a pas l'image, cette image-là de notre pays. Oui, absolument. Merci à tous les quatre. Merci pour ces débats. Très bonne journée sur Sud Radio.